Tout le monde parle aujourd'hui du deal minerai pour la paix, le deal entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. C'est vrai que beaucoup de gens sont sceptiques. Beaucoup de gens, pour certains, pensent qu'on est en train de brader nos minéraux. Pour certains, c'est une trahison de la part du président Tshisekedi. En dehors des nombreux défauts que ce président a, en dehors de tout ce qu'on peut dire sur lui, je pense personnellement que nous sommes sur la bonne voie. Pourquoi je dis que nous sommes sur la bonne voie? Juste à regarder les signaux qu'on est en train d'observer depuis la résolution des Nations Unies, la résolution 2773, j'allais dire, on se rend compte qu'on est resté comme figé, puis il n'y a pas eu beaucoup d'avancées jusqu'à ce que les Américains décident de prendre l'initiative. Les États-Unis ont pris la décision de s'impliquer en toile de fond cette affaire de deal pour les minéraux critiques. Beaucoup de gens disent que le président Tshisekedi n'aurait pas dû proposer ce deal aux Américains. Certains disent que c'est une façon pour Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Et pour d'autres, c'est juste la mauvaise foi ou alors la haine légendaire qu'ils ont contre cette personne. Aujourd'hui, je vais tenter d'élucider certains mystères en partant par mon dernier post sur ce sujet concernant le deal USA Congo sur les minéraux critiques. J'ai reçu beaucoup de commentaires. Certains de ces commentaires négatifs et d'autres évidemment positifs. Pour ceux qui se plaignent, qui ont toujours allégué dans ces commentaires, qui ont affirmé qu'on est en train de dilapider nos minéraux, dans la même vidéo, j'avais déjà répondu à cette question, mais sauf que certains, peut-être, ils écoutent 2 minutes de vidéo, puis ils se précipitent à écrire, à critiquer, puisque, en fait, ça ne fait pas leur affaire que le Congo signe un deal ou des accords avec les Américains pour la prospérité du pays. Je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, j'ai été parmi des gens qui ont critiqué longuement la gestion du président Tshisekedi. Dans cela, on parle de la corruption, on parle du laxisme, on parle de l'incompétence de certaines personnes qui occupent des postes de responsabilité. Et on peut citer jusqu'à demain des choses qui ne vont pas au Congo. Moi, le premier, j'étais parmi des gens qui, puisque je suis à cheval entre le Canada et le Congo, presque chaque mois je suis au Congo, et ce que je remarque et ce que je vois, ça me dérange aussi. Depuis que tu arrives à l'aéroport, les choses, la façon dont les gens se comportent et tout ça, là, c'est vraiment décourageant. Et en même temps, depuis un certain temps, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait des choses qu'il fallait regarder et qu'il fallait voir les choses autrement. Je vais vous dire une chose. Tshisekedi arrive au pouvoir dans un pays totalement désorganisé, un pays où il y a même pas l'administration publique n'existe pas.
jusqu'à nos jours, je peux dire que l'administration publique n'existe toujours pas. Et dans un pays où l'armée répond aux hommes plutôt qu'à la nation, une armée infiltrée, on a vu la débâcle qu'on a pu avoir avec le Rwanda lors de cette guerre injustement que le Rwanda nous inflige. Et dans tout ce qu'on pouvait voir, on se rend compte clairement que le Congo n'allait nulle part. C'était comme une poule sans tête qui essayait de toucher à gauche, toucher à droite, sans finalité. Et soudainement, Tshisekedi a pu comprendre qu'il fallait d'abord, puisque quand tu n'as pas de force pour te battre, quand tu n'as pas, présentement là, le Congo n'a pas d'armée. Et si on s'obstine à se battre sur le plan militaire, c'est une guerre qui était vouée à l'échec, puisqu'il y a la corruption dedans, des gens qui sont infiltrés dans l'armée, puis ça allait dans tous les sens. Et on parle de Wazalendo. Les Wazalendo, c'est pas vraiment des militaires disciplinés, c'est des gens qui essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. À un moment donné, on a vu qu'il y avait de limites à leur action, puisque à un moment donné, ça se battait entre eux, puis c'était trop compliqué à gérer. Un pays ne peut pas se gérer de cette façon. Mais quand on revient dans ce deal des minéraux critiques, déjà, je reviens sur la diplomatie de Tshisekedi. Il est allé, il a compris qu'il fallait profiter des bévues que les Rwandais, euh, suite à leur arrivée à Kisangani, je voulais dire, à Goma et à Bukavu, ils ont fait des tueries, des massacres ont été perpétrés et le Congo a juste fait le décompte de ces massacres, est allé se présenter devant l'ONU, ce qui a été le déclencheur de toute cette tollée sur le plan international et cette sympathie qui a atteint le monde entier, obligeant les dirigeants occidentaux qui étaient de prime abord pro-rwandais, qui finalement, du bout des lèvres, ont commencé à dénoncer le Rwanda jusqu'à ce qu'on arrive à la situation d'aujourd'hui. Et puis, soudainement, les Américains arrivent dans le dossier après l'ingénieuse idée du président Tshisekedi de leur présenter un deal, venez exploiter le minerai, on va faire gagnant-gagnant et en même temps, vous allez nous aider à sécuriser l'Est du pays qui est en proie à du terrorisme qui dure depuis 30 ans maintenant. Et en retour, vous allez nous aider à construire des infrastructures, à réorganiser les choses pour que finalement le Congo puisse avoir la stabilité. D'autres personnes qui ont vu ce deal ont pensé tout de suite qu'on ne négocie pas. C'est un des commentaires de personnes une personne qui a commenté ma dernière vidéo sur le sujet. Cette personne a dit que on est à genoux, puis on va livrer nos minéraux contre rien, puis tout ça. Je vais vous dire une chose. Il y a une dizaine d'années, on a signé, je pense en 2013-2014, on a signé un pareil deal de minerais avec les Chinois. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé. Il faut comprendre une chose. Un Nord-Américain, moi, je suis Canadien, et je suis fier aussi d'être Congolais, fier aussi d'être Canadien. Je veux dire, en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, on n'arrive pas dans un pays où on fait un partenariat et puis on accepte la corruption, le détournement, puis ça, c'est pas nord-américain.
En Amérique du Nord, je vais vous donner un exemple. Je l'ai déjà, je pense, donné dans mes précédentes vidéos. Il y a eu une grosse compagnie canadienne, SM, le nom de la compagnie SNC-Lavalin, qui avait beaucoup de contrats en Libye, le pays de Kadhafi, à l'époque où Kadhafi était en vie, et qu'il a été découvert par la suite que certains des contrats ont été obtenus après avoir payé un pot de vin au fils de Kadhafi. Et ça, c'est un agent de la compagnie SNC-Lavalin qui était un arabe et qui a utilisé de manière la façon dont ça se passe là-bas, puis qui a donné la corruption ou des avantages indus au fils de Kadhafi. Une fois l'affaire découverte au Canada, SNC-Lavalin, c'est une compagnie privée, je dis bien une compagnie privée, mais l'éthique au Canada est tellement... C'est très puissant que tu ne peux pas t'en sortir juste comme ça, là, puisque ça s'est passé à des milliers de kilomètres du Canada. Une fois l'affaire connue, des sanctions ont été prises contre cette compagnie, au point où on a interdit à SNC-Lavalin de soumissionner au contrat public Canada. C'était une compagnie qui faisait dans la construction des grands bâtiments, des ponts, des infrastructures. Mais au Canada, on leur a interdit de soumissionner suite à cette affaire. C'est la même chose avec les États-Unis. Je vous dis très bien, si des compagnies américaines sérieuses arrivent au Congo pour investir, ces compagnies-là ne vont pas se comporter comme des compagnies chinoises. Ces compagnies-là ne vont pas arriver faire de la complaisance, donner de pots de vin à gauche, à droite pour obtenir un contrat. Non. Ça, c'est pas une culture nord-américaine. En Amérique du Nord, les compagnies sont sérieuses. Ce qui diffère de la façon de faire des Chinois. Pour preuve, on a vu que ce deal-là avec les Chinois ne nous a rien amené jusqu'à tout dernièrement que l'IGF a été revisiter ce contrat pour aller suturer quelques petits avantages dedans. Donc, ça veut dire que signer avec les Américains, c'est pas la même chose que signer avec les Chinois. Signer avec les Américains, c'est une opportunité importante. D'autres pays se sont développés. Aujourd'hui, là, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle du Qatar et tous ces pays-là. Savez-vous comment ces pays-là se sont développés? C'est avec l'aide des Américains. Ces pays-là se sont appuyés sur les États-Unis pour se développer. Des compagnies américaines ont œuvré dans ces pays-là pour réorganiser les choses, pour faire des infrastructures importantes, pour développer la façon de faire en apportant leur expertise. C'est comme ça que ces pays-là se sont développés. Vous n'allez pas me dire que les Qataris ou les gens d'Émirats arabes unis qui vivaient de la pêche du jour au lendemain ont acquis la technologie pour se développer. Non. Ils ont été aidés en très grande partie par des Américains. Et c'est ça, cette possibilité que nous, Congolais, on a aujourd'hui de nous développer en nous appuyant sur l'expertise des Américains, en nous basant sur leur savoir-faire qui pourrait nous aider à développer plusieurs secteurs d'activité et puis à nous permettre aussi de nous enrichir et de pouvoir commencer à compter dans les concerts des nations. Un point que je voulais vous dire, c'est vrai que beaucoup de gens ont dit que Tshisekedi a mal géré ceci, cela, puis c'est tout à fait vrai. Mais dites-moi un peu, quel est ce président qui arriverait au pouvoir et qui s'attaquerait aux généraux, aux politiciens corrompus, à toute la classe politique et même aux citoyens qui vivent que de la corruption? Écoute, je ne pense pas que Tshisekedi, s'il avait adopté cette attitude, serait resté au pouvoir ne fût-ce qu'une semaine. Déjà, en arrivant, Kabila était prêt à sauter sur lui
Pour preuve, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé entre Tambo Mwamba et Mabunda qui ont tout fait pour engager une procédure de destitution contre le président de la République à peine dans sa première année au pouvoir. Et dites-moi, si c'était attaqué à Kabila à ce moment-là, qu'est-ce qui serait arrivé? Il n'aurait même pas eu le temps de survivre une année. Et dans les politiques congolais, on le voit jour après jour, qui sont dans les tentatives de coups d'État contre le président de la République, c'est toujours les mêmes personnes. Toujours les mêmes personnes, des politiciens qui ne visent que leurs propres intérêts et les intérêts de la République, bushes. Ça leur dit absolument rien. Et tous, unanimement, sont en train de s'enrichir de façon illégale. Il n'y a personne qui vide son salaire au Congo. Personne. Tous construisent des immeubles, achètent des maisons à l'étranger. Avec quel argent? C'est avec l'argent du peuple. Et imaginez-vous si Tshisekedi s'était mis à s'attaquer à toutes ces personnes, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Même dans son entourage proche, c'est tous des gens qui sont là pour s'enrichir. Et Tshisekedi devait choisir sa bataille. Et sa bataille, c'était pas d'éparpiller toute son énergie à combattre tout ce qui bouge. Sinon, lui-même, il n'allait pas résister longtemps, puisque ces gens-là se seraient organisés pour l'ôter de là. Donc, il y avait certaines choses que je comprends aujourd'hui qu'il fallait que Tshisekedi laisse des gens continuer à faire ce qu'ils font présentement. Et pendant ce temps, il sait très bien que la première des choses, c'est qu'il faut choisir un seul adversaire et donner tout pour le vaincre. Et à partir de ça, voir maintenant là, le reste, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et maintenant, là, dites-moi là, si le deal avec les Américains, pas si, qui est en train de réussir, puisque pas plus tard qu'hier, même les tweets de Donald Trump qui disait qu'on est en route pour un partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo. Imaginez-vous si on arrive à bien structurer ce deal et les Américains sont en train de s'occuper des Rwandais. Ils sont en train de leur dire quoi faire. Et des gens disent que, oh non, vous voyez, il y a eu beaucoup de morts et puis maintenant là, c'est pour finir à ça. Non. Il faut comprendre que nous là, on n'a aucune force. On est faible. C'est les autres, les Américains, qui essayent de nous rendre cette fierté. Ben, quand on accepte ça, il faut qu'on accepte aussi ce qui va avec. Ça veut dire que les autres nous disent où aller. Je pense pas, si tu n'as pas la force de te battre là, puis quelqu'un vient te dire, bon, moi je suis fort, je vais me battre pour toi, mais pour ceux, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Et tu te dis, non, je vais continuer à me battre, sachant que tu vas perdre la bataille. Et c'est ça que Tshisekedi est en train de faire. Il a compris très bien que on s'arrange derrière les Américains et on profite de leur expertise. Et eux, ils vont nous aider à éloigner le Rwanda de nos terres. Et à ce moment-là, le développement du Congo va commencer. Et une fois ce développement commencé, c'est à ce moment-là que moi, je pourrais être sévère à l'égard du président Tshisekedi. C'est à ce moment que je pourrais lui dire, Monsieur le Président, on ne veut plus de corruption. Monsieur le Président, on ne veut plus de détournement. Monsieur le Président, on veut des gens compétents à des postes clés. Et ça, je pense que Tshisekedi pourrait le faire, puisque dans ce moment, il serait déjà là, entouré des Américains et les bienfaits de cette coopération entre les États-Unis et le Congo vont être palpables et à ce moment, le peuple va adhérer à cette façon de faire. Et les politiciens véreux, eux-mêmes, vont comprendre qu'à côté des Américains, là, Tshisekedi est avec les Américains, il n'y a plus de bêtises à faire, où on se conforme, où on se laisse, on se fait avaler. Et c'est ça que je pense que Tshisekedi est en train de préparer. Il avait bien compris avant nous tous qu'il ne fallait pas tout de suite s'attaquer à tout le monde au même moment. Sinon, lui-même allait être emporté par... puisque tous ces gens-là sont
des rusés. Ils vont être avec lui le matin, puis l'après-midi, la nuit, ils sont avec l'adversaire. Et on l'a vu avec les caméras quand il s'est agi, quand même sa ville de Bukavu est tombée, on a vu comment ce gars-là s'est comporté. Donc, c'est pour vous dire que on ne peut pas en vouloir trop au président Tshisekedi d'être allé dans les bras des Américains, puisque ces minéraux, comme je l'ai dit, depuis un certain temps, ces minéraux ne sont pas éternels. Et que si le monde en a besoin aujourd'hui et demain, qui sait si c'est d'autres minéraux, ils vont trouver d'autres technologies qui vont s'en passer de nos minéraux à nous. Et à ce moment-là, on resterait avec ces minéraux-là juste pour dire qu'on avait des minéraux et qui nous auront rien servi. Qu'on accepte aujourd'hui en position de faiblesse, que les Américains prennent ce qu'ils veulent, qu'en retour, qu'ils nous développent un pays, puisque je suis certain que ça va se faire, puisque les Américains ne sont pas comme les Chinois. Les Chinois vont venir nous leurrer, puis nous dire des choses, et puis après, ils font rien. Mais les Américains vont tenir à leur parole. S'ils nous disent qu'ils vont nous faire des chemins de fer, ils vont le faire. S'ils nous disent qu'ils vont nous établir telle infrastructure, ils vont le faire. C'est pas la même chose avec les Chinois. Les Nord-Américains ont une façon de faire. C'est des gens de parole. C'est pas comme les Chinois et des Européens dans une certaine mesure. Chers amis, je voulais tout simplement vous dire qu'on devait rester patient. Et même une chose que je suis en train d'observer là, puis là, Tshisekedi, il lui reste 3 ans et demi, avec tout ce qui s'en vient, avec le plan qui est en train de se mettre en place, je doute fort que son départ en 2028 serait une bonne chose. Je pense que il est temps qu'on puisse étudier la façon de faire en sorte que Tshisekedi reste pour encore au moins 5 ans de plus pour bien accompagner les Américains et structurer ce qui s'en vient et nous léguer un pays assez stable puisque on a beaucoup de politiciens versatiles, beaucoup de gens qui comprennent absolument rien puis qui réfléchissent pas, qui risquent à un moment donné de nous amener dans une mauvaise direction pendant que tout s'aligne plus ou moins de façon potable. Un autre point, puisque une fois qu'on aura passé cette étape lourde, c'est vrai qu'on va faire des concessions au Rwanda. Pas de choix. Mais après, c'est ce qu'on va devoir faire qui compte. Est-ce qu'on va être capable de réorganiser une armée républicaine, une vraie armée qui va nous permettre de nous faire craindre par nos voisins et même par le continent africain tout entier? Est-ce qu'on est capable de former une armée, de nous équiper avec les dividendes que vont nous rapporter les minéraux dans ce deal avec les Américains, de nous équiper en avions de chasse, en matériel divers, matériel de combat, et avoir des bases, des militaires bien formés, et tout ce qui va avec pour nous permettre de ne plus jamais faire ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire accepter un accord qui, de toute évidence, va profiter aux Américains. Supposons si nous, on était forts, si on avait une armée forte, est-ce qu'on se serait agenouillé devant des Américains? Non. On aurait imposé la loi et même le Rwanda ne se serait même pas approché de nous. Mais aujourd'hui, on n'est pas fort. On doit le reconnaître. Tous ceux qui disent que non, Tshisekedi aurait dû faire ça, n'a pas fait ça, puis il est en train de vendre le pays, soyez un peu plus sérieux. Est-ce que Tshisekedi avait le choix? Est-ce qu'on est capable, le jour d'aujourd'hui, en nous regardant en face, est-ce qu'on est capable de nous battre? Est-ce qu'on a une armée? Est-ce qu'on a des politiciens qui aiment le pays, qui peuvent se mettre ensemble pour une cause commune? Si vous me répondez clairement à cette question, on va commencer à parler. Mais le Congo n'a ni armée, ni de politiciens, ni même des citoyens consciencieux, ni même des citoyens qui aiment fortement leur pays. Tous on est là, chacun pour ses petits intérêts. Et c'est avec ça que vous pensez qu'on
qu'on va former une nation forte, une armée qui va se faire respecter en Afrique avec tous ces généraux qui sont en réalité des hommes d'affaires? Non. Il faut comprendre Tshisekedi, que la direction qu'il est en train de prendre n'est pas seulement une direction pour le plaisir de son pouvoir. Non. Ce gars est en train de nous léguer un futur pour nos jeunes. Ce président est en train de placer des bases pour un Congo prospère et continuer à tergiverser puis à le vilipender comme s'il était en train de commettre un crime dans un pays qui n'avait finalement rien fait depuis l'indépendance. Il faut tenter certaines choses, frères et sœurs. Il faut qu'on se mette à... Quand quelque chose ne marche pas, on ne peut pas continuer à refaire la même chose. Kabila nous a dit qu'il a gagné la guerre contre le M23 en 2014 ou 2013. En 2009. Aujourd'hui, on en est où? Ces mêmes M23 sont revenus. Est-ce qu'on va continuer à faire les mêmes choses pour espérer un résultat différent? Non. Je pense que Tshisekedi a compris qu'il faut faire les choses différemment cette fois-ci, et c'est ce qu'il est en train de faire. Bonne soirée à vous. Abonnez-vous, chers amis. Nous avons des analyses à faire et en même temps, nous nous proposons à faire de l'entrepreneuriat qui est notre activité première et nous travaillons beaucoup au Congo pour l'agriculture, pour l'exportation de produits congolais, que ce soit au Canada, aux États-Unis et très bientôt en Europe. Abonnez-vous pour suivre nos activités et savoir qu'est-ce qu'on fait et en même temps nous renforcer pour un Congo fort. Et c'est pourquoi cette émission a pour titre Congo Power, puisque Congo Power, c'est la force du Congo de demain. Abonnez-vous, aimez nos vidéos surtout. Nous apprécions ceux qui commentent beaucoup, puis qui nous disent, qui émettent aussi leur point de vue, puisque c'est en cela qu'on va développer le Congo, c'est en cela qu'on va faire de notre pays un pays prospère. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end pour certains, et à la prochaine.